résonne en silence. Installez-vous, écoutez attentivement et plongeons ensemble dans le sujet d'aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'ouvrir ce dossier avec toi. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration massive. On a compilé une montagne de recherches en neurobiologie, des études sur les rythmes circadiens et des théories d'ingénierie de l'attention. C'est un sacré programme, oui. Bonjour à tous. Et notre mission, c'est de déconstruire un mythe énorme, la productivité. Mais attention, on ne va pas faire la morale en disant qu'il faut se lever plus tôt et travailler plus dur. On va plutôt regarder ce que la science dit vraiment sur la haute performance pour casser un peu cette fameuse hustle culture, tu sais, la culture de l'effort permanent. Bah oui, c'est essentiel de le faire. Quand on se plonge dans la documentation scientifique, on se rend vite compte que la vraie productivité, en fait, ça n'a rien à voir avec une volonté de faire ou le fait de serrer les dents. Pas du tout même. Voilà. C'est un mythe tenace. La réalité, c'est que ça repose sur un respect très strict des limites physiologiques de notre cerveau. Être efficace, ce n'est pas être occupé tout le temps. C'est concevoir des systèmes qui s'alignent avec notre neurobiologie. Alors décortiquons ça, parce que si on parle de s'aligner sur notre biologie, il y a un concept social qui prend un sacré coup. Nos sources s'attaquent directement à la journée de travail classique. Le fameux 9h-17h. Le sacro-saint 9 à 5. Exactement. Apparemment, l'idée même de fournir un effort intellectuel constant et linéaire toute la journée, c'est une absurdité anatomique en fait. Qu'est-ce qui dicte vraiment notre énergie? Ce qui dicte cette énergie, c'est son asymétrie. Elle n'est pas du tout plate. Elle est gouvernée par notre rythme circadien et plus précisément par une toute petite structure neuronale qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques. D'accord. Pour te donner une idée, c'est minuscule. On parle d'un volume de 0,25 mm3 logé au fond de l'hypothalamus. Et ce truc microscopique, c'est le chef d'orchestre absolu de notre cortisol. L'hormone du stress et de l'éveil. C'est ça. Le cortisol monte en flèche le matin, ce qui nous donne une vigilance optimale, puis il décline inévitablement l'après-midi. Donc imposer une cadence industrielle lisse à un corps humain qui est conçu pour faire des vagues, biologiquement, c'est un non-sens. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que cette horloge interne, elle n'est même pas réglée pareil pour tout le monde. Les recherches du docteur Michael Bruce, qu'on a bien épluchées, montrent qu'il y a 4 profils génétiques d'énergie, les fameux chronotypes. Tout à fait. D'abord, il y a le chronotype du lion. Ça, c'est les gens qui se réveillent naturellement aux aurores, avec un pic d'énergie fulgurant, le genre de personne prête à faire un footing à 6 heures du matin. Oui, mais la contrepartie pour ces lions, qui font environ 15 à 20% de la population, c'est que l'après-midi, ils s'effondrent. Leur fenêtre de tir pour le travail profond, c'est vraiment 8 heures midi. Pas plus. Ensuite, on a la majorité des gens, 50 à 55%, qui sont des ours. Le rythme calqué sur le soleil. Voilà, un réveil plus doux, une énergie qui monte tranquillement au fil de la matinée. Mais là où ça devient vraiment problématique, c'est avec le troisième groupe. Les loups. J'avoue que je me suis un peu reconnue là-dedans. Ah oui, Fisty. Eh bien, les loups, c'est 15 à 20% des gens aussi, et eux, ils sont décalés vers le soir. Leur pic de créativité et de concentration, il explose littéralement entre 17h et minuit. Mais du coup, soyons pragmatiques. Comment un profil loup peut survivre dans une entreprise classique si on lui impose une réunion stratégique hyper importante à 8 heures du matin? Est-ce qu'il peut tricher avec sa biologie? C'est la tragédie du monde du travail actuel. Obliger un loup à être stratégique à 8 heures, ça va frontalement contre sa neurochimie. Il n'y a aucune solution magique pour modifier son ADN. C'est pour ça que la science plaide vraiment pour des horaires flexibles. Et il y a un 4e profil, non? Oui, le dauphin. À peu près 10% de la population. Eux, ils ont un sommeil très léger, parfois de l'insomnie, une énergie très en dents de scie, mais souvent couplée à une intelligence très vive. Des vrais éclairs de génie. Donc on ne peut pas changer son code génétique. Mais alors, comment on fait pour appliquer ça au quotidien? Les documents parlent d'une méthode de Sam Carpenter, le temps premier biologique. J'ai trouvé l'approche assez radicale, non? Radical, oui, mais redoutable. Le but, c'est de devenir le scientifique de son propre corps. On cartographie son énergie sur 21 jours. Mais, et c'est là que c'est dur, on doit enlever toutes les béquilles chimiques. Donc, pas de réveil, Et surtout pas de café. 0 caféine. Le but est de laisser remonter à la surface nos rythmes ultradiens naturels. Les cycles de 90 à 120 minutes? Exactement. La recherche montre que si on aligne nos tâches les plus ardues sur ces fenêtres naturelles, on peut augmenter notre rendement de près de 40%. 40%, c'est énorme, juste en s'écoutant. Mais si on suit ces cycles de 90 minutes, il se passe quoi physiquement dans le crâne qui nous force à faire une pause après? Qu'est-ce qui s'épuise?
c'est purement une question de carburant. Et ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique chimique. Le cerveau d'un adulte, ça pèse quoi, 2% du poids du corps? À peu près, oui. Eh bien, il siphonne 20% de toute notre énergie. Et son seul carburant, c'est le glucose. D'où l'importance de ce qu'on mange le midi pour rester concentré. Et toutes les sources accordent à dire que tous les sucres ne se valent pas. Oh que non. Si tu manges des glucides raffinés, tu lances des montagnes russes biochimiques. Le sucre arrive massivement dans le sang, le corps panique, et il sécrète une tonne d'insuline pour faire baisser tout ça. L'hypoglycémie réactionnelle. C'est ça, le fameux coup de barre de 15 heures. Le cerveau se retrouve soudainement à sec et la concentration disparaît en un clin d'œil. La métaphore des montagnes russes est parfaite. Mais le métabolisme, c'est pas que la nourriture. J'ai été frappée par cette étude en Algérie, post-confinement. Ah oui, sur la sédentarité? Oui, les dégâts du travail sur écran. Sur presque 300 adultes, 45% passaient plus de 5 heures par jour vissés à leur chaise. Résultat, 21% de l'échantillon a basculé en surpoids avec des habitudes de vie catastrophiques. Ça illustre bien que notre corps n'est pas fait pour rester immobile. Et pour la productivité, le mouvement est un impératif cognitif. Quand on fait du sport, on stimule la neurogénèse, on crée de nouveaux neurones. Et surtout, on libère du BDNF. C'est quoi ça le BDNF? C'est une protéine. Pour faire simple, c'est une sorte d'engrais miracle pour le cerveau. Ça fertilise les voies neuronales et ça consolide les synapses. Un engrais à synapses, j'adore l'image. Mais s'il y a bien un truc non négociable dans tous ces rapports, c'est le sommeil. Et les mots sont forts. Sacrifier son sommeil pour travailler, c'est décrit comme une aberration neuroscientifique. C'est le mot juste. Parce que dormir, c'est pas être sur pause. Pendant le sommeil lent profond, le cerveau active le système glymphatique. Le camion poubelle du cerveau? Voilà, c'est un système de nettoyage qui évacue les neurotoxines accumulées la journée. Si on coupe ce nettoyage en dormant moins de 7 heures, les toxines restent. Médicalement parlant, travailler avec une telle dette de sommeil, ça équivaut à un état d'intoxication alcoolique au niveau des réflexes et de la cognition. Ça fait froid dans le dos. Bon, mettons qu'on a bien dormi, bien mangé et qu'on respecte notre chronotype. Comment on protège notre attention dans un monde rempli de notifications longues? C'est là que ça devient vraiment intéressant. On aborde le deep work de Cal Newport. Le travail en profondeur. Ce qui est génial avec l'approche de Newport, c'est qu'elle a une base physique. La concentration extrême, ça repose sur la myélinisation. La myéline, oui. Ça casse tout ça. Complètement. Passer d'un fichier Excel à un mail, puis à Slack, ça empêche cette myéline de se former. Et le pire, c'est que chaque changement oblige le cerveau à recharger le contexte. Ça bouffe un glucose fou. C'est la fatigue de changement de contexte. À la fin de la journée, t'es épuisé, mais t'as rien accompli de concret. Heureusement, nos sources donnent des armes tactiques pour contrer ça. La méthode Pomodoro, par exemple. On la voit souvent comme un simple minutaire, mais biologiquement, pourquoi ces blocs de 25 minutes de travail et 5 de pause fonctionnent si bien? Parce que ça recrée des rythmes ultradiens artificiels. Le minuteur crée l'urgence pour forcer l'attention et les 5 minutes de pause permettent au cortex préfrontal de souffler avant le crash. C'est purement de la gestion de vigilance. Il y a aussi le timeboxing. Au lieu d'avoir une to-do list interminable, on bloque des créneaux visuels dans l'agenda. Les chercheurs expliquent que l'avantage, c'est pas tant le planning, c'est d'éliminer la fatigue décisionnelle. Bah oui, t'as plus besoin de te demander ce que tu dois faire. L'agenda a déjà décidé pour toi. Tu gardes ton énergie mentale pour l'action. C'est brillant. Et dans la même veine, il y a le fameux Eat That Frog, manger la grenouille, l'idée de faire la tâche la plus dure dès le matin. Ça, c'est pour exploiter le pic de cortisol matinal. Et quand tu as fini cette tâche horrible, ton cerveau lâche une dose massive de dopamine, ça te donne un élan de malade pour le reste de la journée. Et si la tâche est tellement énorme qu'elle nous tétanise? J'ai adoré la méthode du fromage suisse. Le nom fait sourire, mais la psychologie derrière est géniale. Ah, le fromage suisse, ça cible directement l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau. Quand tu vois une tâche gigantesque, l'amygdale panique et te paralyse. C'est de là que vient la procrastination anxieuse. La solution? Faire des trous dans la tâche. Genre, si je dois écrire un rapport de 100 pages, je rédige juste l'intro. L'amygdale ne voit pas ça comme une menace. J'ai fait un trou dans le fromage. Exactement. La résistance initiale est vaincue. Mais bon, encore faut-il choisir la bonne meule de fromage. Et là, on entre dans la priorisation, avec la matrice d'Eisenhower. Si on relie ça à la perspective comportementale de nos sources, cette matrice, c'est le meilleur détecteur de fausse productivité. Le grand danger qu'elle pointe, c'est le cadran 3, ce qui est urgent mais pas important. Le piège parfait.
Les collègues qui te dérangent pour une question rapide, les mails à la chaîne, c'est l'empire de la dopamine artificielle. Tu te sens utile sur le moment, mais stratégiquement, c'est vide. Les grands leaders, eux, ils vivent dans le cadran 2. L'important, mais non urgent. C'est là que se fait la vraie stratégie qui évite les crises futures. Anticiper plutôt que réagir en fait. Et pour la fixation d'objectifs, le rapport fait un face-à-face passionnant entre la méthode SMART et les OKR. SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable. Ça rassure, ça donne de la dopamine à chaque étape. Mais les OKR utilisés dans la tech, c'est une toute autre bête. Les objectives and key results. Oui. Là, on déconnecte l'ambition de la réussite à 100%. L'objectif doit être presque déraisonnable. Si tu atteins 70% de ton OKR, c'est considéré comme un triomphe absolu. C'est fou de se dire que l'échec à 30% est institutionnalisé. Mais c'est vital pour l'innovation pure. Si tu réussis à 100%, c'est que tu n'as pas visé assez haut. Les OKR forcent le cerveau à sortir de sa zone de confort pour trouver des solutions de rupture. Mais attention, la science précise bien un truc. Sans sécurité psychologique dans l'équipe, imposer ce genre de pression, ça mène direct au burn-out. Ce qui nous amène à la partie que je préfère, le plus beau paradoxe de cette étude. Face à ce culte de la performance, les neurosciences réhabilitent, tiens-toi bien, la paresse, le concept du non-agir. Ça heurte un peu notre culture de l'effort, mais neurologiquement, c'est irréfutable. Quand on ne fait rien, le cerveau allume un circuit énorme, le réseau du mode par défaut, ou DMN. En fait, notre esprit vagabonde naturellement 46,9% du temps de veille. Et c'est pas un défaut de fabrication, c'est le moteur de l'incubation créative. C'est l'explication scientifique des idées de génie qu'on a sous la douche. Ça rappelle les fameuses Think Weeks de Bill Gates. Il s'isole dans une cabane, déconnecté de tout, juste pour laisser son esprit dériver. C'est exactement ça. Le DMN tourne en toile de fond pour relier des concepts qui n'ont apparemment aucun rapport. Si tu supprimes ces moments de vide en scrollant sur ton téléphone à chaque minute de libre, tu tues ce réseau, tu t'amputes de ton innovation. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la procrastination ? Parce que repousser les choses, c'est aussi du non-agir, non ? Il faut séparer deux choses. La procrastination passive, celle qui paralyse par peur de l'échec ou perfectionnisme, ça c'est douloureux, mais il y a aussi la procrastination active. Ceux qui font tout à la dernière minute et s'en sortent super bien. Voilà, il y a des gens brillants qui ont besoin de cette pression temporelle pour que leur système sécrète une énorme dose d'adrénaline, ça les propulse dans un état de flow. La clé, c'est la métacognition, savoir pourquoi tu repousses. Si c'est pour l'adrénaline, c'est de la stratégie. Si c'est par peur, c'est un problème. C'est fascinant d'utiliser son propre stress comme levier. Et cette volonté de concevoir des systèmes, elle s'applique beaucoup aux rituels, notamment le matin pour éviter la friction. L'histoire de Twyla Tharp, la chorégraphe, m'a beaucoup marquée. Ah oui. Son rituel du matin, c'est pas de faire du sport, c'est juste de monter dans un taxi à 5h30. Une fois qu'elle a donné l'adresse de la salle de sport au chauffeur, le plus dur est fait. Elle n'a plus à négocier avec son cortex préfrontal. L'automatisation du premier geste. Et si le rituel du matin compte, celui du soir est devenu critique, surtout avec le télétravail, où tout se mélange. C'est un vrai danger cognitif. Tu connais l'effet Zeigarnik? Hmm. Le cerveau n'oublie jamais une tâche inachevée. Si tu ne fermes pas psychologiquement ta journée, les mails non lus tournent en boucle dans ta mémoire de travail et créent une angoisse sourde. La solution, c'est le shutdown ritual, le rituel de fermeture. Et c'est bien plus que juste rabattre l'écran de l'ordi. Il faut matérialiser la fin. Tu vérifies ton agenda du lendemain, tu notes ce qui reste en suspens pour vider ta mémoire courte. Certains recommandent même de dire à voix haute « planification d'arrêt terminée ». Ça dit à l'amygdale que le danger professionnel est écarté. Ensuite, on désactive les ondes bêta liées au stress pour passer en ondes alpha. Plus de lumière bleue et on peut faire des respirations comme la 4-7-8 pour enclencher le système parasympathique. C'est toute une ingénierie de la récupération. Mais il y a un diagnostic final dans ces documents, une mise en garde. À force de tout optimiser, le risque, c'est la productivité toxique. Cela soulève une question importante sur notre identité. La productivité devient toxique quand l'immobilité est perçue comme une menace identitaire. Tu ne travailles plus pour accomplir quelque chose. Tu travailles pour fuir le vide. C'est une maladie qui mène à la dépersonnalisation et au burn-out pur et simple. La science est formelle. La productivité, c'est des sprints intenses, suivis de récupération absolue. C'est pas un marathon linéaire. Ça remet tellement de choses en perspective. Avant de conclure, je voudrais partager une ultime réflexion issue de nos sources, à méditer.
puisque la science démontre si clairement que notre concentration fonctionne par rythme ultradien, que la véritable innovation naît de l'errance de notre mode par défaut, et que nos chronotypes diffèrent génétiquement, à quoi ressemblerait une entreprise si, au lieu d'imposer un lieu et des horaires fixes, elle était structurée exclusivement autour de l'horloge biologique unique de chaque collaborateur? Imaginer un tel niveau de respect de l'ingénierie humaine ouvre des perspectives incroyables. C'est le grand défi du management de demain, c'est certain. Nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui sur le murmure digital. Qu'avez-vous pensé de ce sujet? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très vite pour un nouveau murmure.